Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va commencer la presse, ARS, préfecture et ce soir la direction du travail, la DET. Alors sur la situation épidémique, en Martinique, nous estimons le nombre de cas symptomatiques à 513. 163 ont été confirmés par un test biologique réalisé au laboratoire du CHU et dans les deux laboratoires privés. 350 relèvent de l'estimation basée sur les données des médecins généralistes faisant partie du réseau Sentinelle. Je rappelle que le réseau Sentinelle, c'est le réseau qui, depuis 20 ans, nous permet d'évaluer le nombre de cas lors des épidémies de dengue, de chikungunya et de grippe. Pendant le week-end, nous avons malheureusement eu à déplorer 2 nouveaux décès au CHU de la Martinique. Il s'agissait de personnes de plus de 60 ans, dont l'une présentant des comorbidités, et une autre de plus de 80 ans. Cela porte à 14 le nombre de décès signalés par le CHU. Sur les cas confirmés biologiquement, 48% des personnes sont des femmes et 52% sont des hommes. 23% des cas confirmés ont entre 15 et 44 ans, 41% des cas confirmés ont entre 45 et 64 ans, 27% de ces cas confirmés sont âgés de 65 à 74 ans et 9% des cas confirmés ont plus de 75 ans. Aujourd'hui, 32 personnes sont prises en charge au CHU de la Martinique et parmi eux, 7 cas sont considérés comme graves et hospitalisés en service de réanimation. Les hospitalisations en réanimation représentent aujourd'hui 22% de ces hospitalisations, contre 48% la semaine dernière. La moyenne d'âge des personnes qui ont été hospitalisées en réanimation est toujours de 64 ans. Sur les 723 passages aux urgences constatés, 147 ont concerné une suspicion Covid. Cela représente 20% de l'activité totale des urgences du site de Pierre-Zotek-Kickman, contre 26% lui considéré comme guéri. Ces indicateurs sont encourageants, mais la vigilance reste de mise et est maintenue tant en ville qu'à l'hôpital. La population ne doit pas du virus. Il nous faut rester confinés et respecter scrupuleusement l'ensemble des gestes barrières. En ce qui concerne les tests, depuis plus d'une semaine, les laboratoires privés complète la capacité de la Martinique en termes de tests. Ainsi, pour mémoire, la capacité de test du CHU est désormais de 120 tests par jour. Biolab peut réaliser 70 tests par jour et annonce à terme 140 tests par jour possible. Et Biosanté réalise depuis aujourd'hui 96 tests et pourra en réaliser à terme 196. Ce qui nous donne pour le territoire de la Martinique une capacité de test PCR d'environ 460 par jour. Ainsi, à ce jour, 913 patients ont pu être testés, 694 par le laboratoire du CHU de la Martinique et 219 par les laboratoires privés. Sur les 694 tests réalisés par le CHU, 161 se sont révélés positifs et sur les 219 tests réalisés par les laboratoires privés, 2 se sont révélés positifs. Depuis 2 semaines maintenant, le taux de tests positifs est de 6%. Il est en diminution progressive après avoir atteint 35% à la fin du mois de mars. La semaine dernière, nous avions annoncé que suite à une suspicion, des tests ont été réalisés dans un EHPAD de la Martinique, sur l'ensemble des soignants, mais également des résidents. Donc nous avons reçu les résultats de ces tests, et ces tests s'avèrent tous négatifs. Je voudrais parler maintenant du maintien de la continuité des soins hors Covid. Face à l'urgence, des mesures avaient été prises tout début mars, pour anticiper les besoins en prise en charge des personnes atteintes de Covid-19 en Martinique. Donc pour rappel, en milieu hospitalier, nous avions procédé à l'augmentation de la capacité réanimatoire du CHU et de Saint-Paul
à la mise en place d'une filière de médecine dédiée Covid au CHU, à la mise en œuvre de filtres sanitaires à l'entrée des établissements. Nous avions appelé et mobilisé une réserve sanitaire locale pour venir en appui des équipes des services. Nous avions déprogrammé des interventions chirurgicales non urgentes dans l'ensemble des établissements, qu'ils soient publics ou privés. En médecine de ville, la régulation du centre 15, notamment entre urgence courante et urgence Covid. Nous avons déployé les téléconsultations professionnelles, avaient déployé tout ce qui était téléconsultation dans les cabinets et les établissements médico-sociaux. Nous avions aussi incité à procéder à des consultations téléphoniques pour les personnes qui n'avaient pas accès aux outils technologiques. Toutefois, les prises en charge de maladies, et en particulier des maladies chroniques, qui ont pu être différées de quelques semaines, ne doivent pas l'être plus longtemps. Il ne doit pas y avoir de renoncement ni aux soins de premier recours, ni au suivi des affections de longue durée. Il est important de rappeler que les raisons de santé ont toujours été et demeurent l'un des motifs légitimes d'autorisation de sortie pour les personnes confinées. Notre vigilance restera intacte dans la perspective d'une éventuelle augmentation de cas de Covid en Martinique, notamment en observant la part de l'activité Covid dans l'activité totale des urgences au CHU. Mais le message de ce jour est très important. C'est un message qu'on souhaite porter ce soir avec l'Union régionale des médecins libéraux, qui est représentée ce soir par sa présidente, le docteur Cricket Ayotte. Et ce message est le suivant. Les patients martiniquais ne doivent pas renoncer aux soins. Nous avons rappelé aux médecins libéraux les préconisations pour l'organisation de l'accueil dans leur cabinet. Pour faciliter la prise en charge et le suivi de la population martiniquaise, l'ARS a demandé à l'ensemble des établissements de santé de procéder à la réévaluation des patients en lien avec les médecins généralistes et les spécialistes. Il nous faut dresser un état des lieux des activités de soins qui pourront être reprogrammées dans les jours à venir. Tout ce qui constitue une urgence, même relative, ou qui pourrait constituer une perte de chance, doit être reprogrammé. Les établissements privés et les laboratoires de ville pourront reprendre leur activité de diagnostic, de dépistage et de consultation, voire de chirurgie, en prenant en compte les besoins spécifiques des publics prioritaires, notamment les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes souffrant d'addiction, les femmes enceintes et les personnes âgées et fragiles. Voilà, ce sont les informations que nous souhaitions délivrer ce soir. C'est une information qu'on partage avec la médecine libérale, donc je vais demander à Madame Cricket-Ayotte de partager avec nous un temps sur la nécessité d'avoir aujourd'hui une reprise de l'activité soignante. Il faut que ce renoncement aux soins qu'on observe puisse aujourd'hui être inversé en Martinique. Bonjour, Dr Anne Cricket-Ayotte, présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de la Martinique. Donc il est important pour la population martiniquaise de respecter le confinement. Le confinement est la première mesure barrière contre la limitation de ce virus. Mais confinement ne veut pas dire renoncement aux soins. Nous sommes alertés par des patients, par France Asso Santé, qui nous informent que les patients, par peur de déranger le médecin, par peur de verbalisation, par peur d'être contaminés en se rendant dans les cabinets médicaux, ne se rendent pas, ne téléphonent pas à leur médecin et de ce fait arrêtent certains traitements. Ils ont pu aller faire renouveler certaines ordonnances chez leur pharmacien, mais il faut bien savoir qu'un médecin n'est pas une photocopieuse. Un renouvellement d'ordonnance, ça n'existe pas. C'est une réévaluation de traitement. Alors pour un dépannage, on peut l'entendre, mais pour des maladies chroniques, il faut savoir comment évolue la maladie, il faut pouvoir poser les questions et avoir le traitement qui soit le plus adapté. Malheureusement, actuellement, nous constatons beaucoup de retard de diagnostic parce que les patients n'ont pas pu faire leurs examens, n'ont pas pu consulter leur médecin
et n'ont pas pu consulter les spécialistes. Donc je suis très heureuse d'entendre qu'actuellement la reprogrammation des actes va pouvoir se faire, et il est très important de venir consulter votre médecin traitant vous l'appelez, et ensuite le médecin traitant qui vous connaît, qui est la personne qui connaît le mieux votre pathologie, pourra vous donner la réponse éclairée en vous disant soit je vais réévaluer votre traitement par une consultation téléphonique pour valoriser le confinement, et il vous enverra une ordonnance, soit il va vous dire écoutez, il est très important que vous veniez pour avoir une consultation présentielle, ou alors il pourra venir à domicile si vous avez des difficultés de déplacement, parce qu'il faut savoir qu'actuellement la population est en souffrance par les moyens de transport, donc c'est aussi difficile pour elle. Donc le médecin peut venir faire des visites à domicile. Et ensuite, l'autre chose, s'il estime qu'on a besoin d'un avis, ce qu'on appelle d'un second recours, d'un avis d'un spécialiste, il va appeler le spécialiste pour l'envoyer ou avoir une téléconsultation avec ce spécialiste. Mais il est très important d'appeler votre médecin traitant et de ne pas confondre confinement ou renoncement aux soins, parce qu'après, la pathologie chronique va s'aggraver, on aura des complications et qui seront préjudiciables pour la santé de tous, la santé de la personne malade et aussi celle de son entourage. Donc actuellement, les mesures s'assouplissent, puisque vous avez entendu le directeur général de l'ARS qui va autoriser la reprogrammation des actes chirurgicaux. Et actuellement, tout était déprogrammé, donc il faut absolument qu'on relance ce système, parce que c'est pas parce que les maladies n'existent plus, les malades sont là, ont des souffrances, simplement ils les taisent. Donc il faut vraiment contacter son médecin traitant, qui vous donnera la solution la plus adaptée. La population martiniquaise, même si elle est à 8000 km de l'Hexagone, et on a été protégé par ce confinement, doit avoir les mêmes accès aux soins que tous. Et vous avez les bons médecins qui sont là pour vous aider, et un bon système de soins en Martinique, et il faut le valoriser aussi. Merci. Nous allons donner la parole à M. Georges Ducréau de la Diète. Bonsoir. Je viens vous parler des contrôles qui sont réalisés par le pôle C de la Diète, c'est-à-dire le pôle concurrence, consommation, répression des fois des méthodologies de la Diète. Pour vous rappeler d'abord que les prix aujourd'hui sont libres. Ainsi, l'État n'aura pas attendu longtemps avant de réagir au jugement du tribunal administratif de Brestère. Ce jugement est... Voilà, je vous disais donc que les prix aujourd'hui sont libres en application d'une disposition du Code de commerce et que les prix doivent être librement déterminés par le jeu de la concurrence. Cela dit, en cette période particulière de crise sanitaire, le pôle concurrence consommation de la Diète a tenu à faire mener un certain nombre d'actions visant à vérifier que les prix n'évoluent pas de manière trop excessive et qu'il y ait un certain nombre de préconisations et de démarches qui soient mises en place. D'abord, au niveau des plus grandes surfaces, dès le début du confinement, nous avons obtenu que ces surfaces, ces magasins nous fassent tenir chaque semaine le prix de 17 produits de première nécessité, nous permettant effectivement de constater que ces prix n'ont pas évolué. Alors, bien entendu, quelques prix dès le début du mois de mars avaient un peu évolué, notamment pour tenir compte des difficultés d'approvisionnement et tenant compte de prix qui avaient augmenté en raison notamment de coûts, de certains coûts. C'est le cas notamment de produits tels que le porc, puisque on sait effectivement qu'en Chine, il y a eu souci au niveau de la production porcine et que la consommation dans ce pays étant largement augmentée, ça a impacté le marché international. Par ailleurs, ces magasins, ces grandes surfaces, ont, dès le 3 avril, communiqué leurs décisions de stabiliser leurs prix pendant toute la durée de la crise, ce qui nous amène demain à les rencontrer
pour voir dans quelle mesure cette liste de produits sur laquelle ils nous donnent le prix depuis du mois de février jusqu'à la fin de la crise, de quelle mesure ils pourraient augmenter de manière très considérable le nombre de produits observés. Alors, il faut rappeler quand même que cette décision de stabilisation des prix était une initiative des magasins eux-mêmes. Alors, on peut les citer, il s'agit des grandes enseignes telles que Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Price, Euromarché, Hyper U et Leader Price. Un total de 27 magasins sur la Martinique. Auprès des petites surfaces, qui, bien que distributrices des produits du bouclier qualité-prix, ces petits magasins ne sont pas signataires de cet accord. Il fallait vérifier qu'à partir du bouclier qualité-prix, quelle était la variation des prix. Nous avons réalisé ces derniers jours un certain nombre de contrôles, quasiment toutes les petites surfaces à enseigne telles que 8 à 8 et Caraïbes Express et également Simply Market ont fait l'objet de contrôles qui ne permettent pas de déterminer une hausse excessive de prix. Les listes BQP qu'elles distribuent, c'est-à-dire la petite liste de 27 produits est vendue dans les limites de l'accord. Quelques indisponibilités de produits sont constatées parce qu'effectivement, il y a quelques difficultés d'approvisionnement, notamment pour les petites surfaces, mais les prix pratiqués sont fortement observés et pas de hausse excessive constatée. Par ailleurs, nous sommes régulièrement destinataires de plaintes, de signalements, soit par le dispositif Signal Conso qui intervient sur toute la France et mis en place par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et Consommation, mais également par le portail du ministère des Finances. À ce propos, ce sont généralement des difficultés signalées concernant des hausses excessives de prix. Les contrôles que nous faisons systématiquement après ces signalements nous ont permis aujourd'hui de constater que quand ces prix avaient effectivement évolué de manière abusive, ça pouvait être des erreurs des magasins qui ont été rapidement rectifiées. Généralement, nous demandons aux magasins de signaler l'erreur et de demander à leurs clients munis de leur ticket de caisse de se faire rembourser des trop perçus. C'est en train de se mettre en place. Et d'autres signalements, plus spécialement portés sur le gel hydroalcoolique, dont on sait que les prix sont encadrés par un décret. Certaines difficultés viennent du fait que l'importation de ces produits ne se fait pas véritablement au prix de gros prévu par le décret. Donc, les distributeurs, qu'il s'agit de pharmacies, de petits distributeurs, ont des difficultés à tenir les prix au détail prévus par le texte. Dans certains cas, des enquêtes sont en cours et vont certainement donner lieu à des suites répressives, qui bien entendu interviendront après la période de confinement, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent la plupart des agents du policier de la diète. Je voudrais appeler l'attention enfin sur les difficultés qu'ont rencontré un certain nombre de consommateurs qui avaient déjà acheté des billets pour voyager ou éventuellement louer des hébergements. Là encore, une disposition réglementaire est survenue assez rapidement au mois de mars pour rappeler que ces litiges devaient être traités par la prise en compte des achats qui avaient été faits et ces litiges allaient être réglés par le biais d'avoirs donnés aux consommateurs. Alors, il arrive bien évidemment que certains opérateurs ne respectent pas ces engagements, mais là aussi, nous intervenons par le biais d'enquête pour régler ces soucis. Nous avons été également alertés par des prix un peu élevés de prestations de désinfection de locaux, étant entendu que certaines structures recommencent déjà à nettoyer leurs locaux pour s'installer. Une enquête a été faite, une analyse assez poussée a donné lieu à une note qui a été transmise à notre ministère afin effectivement de prendre les décisions qui s'imposent en la matière. Enfin, une prestation relativement nouvelle qui existe depuis peu en Martinique, mais qui s'est beaucoup développée pendant la crise, c'est l'achat et le portage d'aliments. Un certain nombre de sites nous ont été signalés et nous avons pu constater effectivement que les informations précontractuelles qui doivent être portées sur ces sites ne sont pas toujours présentes et que ça comporte quelques difficultés de compréhension des factures qui sont présentées aux consommateurs. Là encore, des enquêtes sont en cours. Voilà effectivement ce que nous pouvons dire
sur l'activité de contrôle d'observation des prix réalisée par le procès de la diète. Je vous remercie. Nous avons donné la parole au porte-parole de la préfecture, Mme Audrey Molibana. Bonsoir à tous. Donc ce soir, s'agissant des points que la préfecture souhaite évoquer, je commencerai par parler d'un nouveau motif de sortie autorisé pendant le confinement. Il s'agit de l'adoption d'animaux. En préambule, je commencerai par rappeler qu'il est interdit d'afficher de mauvais traitements aux animaux domestiques, aux animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Il est ainsi interdit de priver un animal de nourriture et d'eau, de laisser un animal sans soin en cas de maladie ou de blessure, de placer et de maintenir un animal dans un habitat ou un environnement susceptible d'être une cause de souffrance, de blessure ou d'accident, d'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache, de contention, de clôture, des cages, et enfin d'abandonner son animal domestique. Nous rappelons que plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitement, d'abandon, de sévices graves et d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'un animal. Ainsi, toute personne qui élève, garde ou détient un animal et qui ne respecte pas ses obligations encourt une amende de 750 €. L'abandon d'un animal domestique est puni d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Enfin, toute personne qui tue volontairement un animal domestique ou apprivoisé encourt une amende de 1 500 €. En cas de récidive, la personne encourt une amende de 3 000 €. Je vous informe qu'une tolérance est accordée durant cette période de confinement concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge. Pour adopter des animaux, des règles strictes devront toutefois être respectées. Tout d'abord, l'animal devra être choisi en amont. Un rendez-vous précis sera fixé par le refuge concerné qui émettra une attestation dématérialisée comportant notamment l'horaire du rendez-vous. En se rendant au rendez-vous, le candidat à l'adoption devra se déplacer seul et être muni de l'attestation délivrée par le refuge, mais également de l'attestation de déplacement dérogatoire pour motif familial impérieux. Les services de l'État sont pleinement engagés pour la cause du bien-être animal. Pour continuer, je vous informe que nous recevons de nombreuses interrogations sur les lieux autorisés à ouvrir et les déplacements autorisés durant cette période de confinement. Je vous rappelle, en application de l'état d'urgence sanitaire en cours, jusqu'au 11 mai, que les déplacements sont interdits, sauf pour les principaux motifs que vous connaissez. Globalement, il s'agit des déplacements professionnels, des déplacements pour l'achat de première nécessité, y compris de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, de déplacements pour raisons de santé, de déplacements pour motif familial impérieux. Afin de ralentir la propagation du Covid-19, je vous rappelle que plusieurs catégories d'établissements ne peuvent plus accueillir du public. Il s'agit notamment de salles d'audition, de conférences, de salles de réunion, de spectacles ou à usage multiple, par exemple les cinémas, des centres commerciaux et commerces autres que ceux autorisés à rester ouverts, de restaurants, des vide-boissons, salles de danse, salles de jeu, bibliothèques, salles d'exposition, musées. Les établissements autorisés à recevoir du public sont tous les établissements nécessaires, indispensables à la vie de la nation. Il s'agit notamment des commerces alimentaires, des pharmacies, des stations-service, banques, bureaux de tabac et distribution de presse. La liste précise des catégories autorisées est disponible sur le site internet de la préfecture de la Martinique. Vous noterez que les magasins de bricolage et opticiens figurent donc sur la liste des commerces autorisés depuis le début du confinement par le ministère. En ce qui concerne les services de livraison de repas à domicile, les établissements de la catégorie restauration et débit de boissons sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Les fast-food peuvent donc ouvrir en mettant en place un service de livraison ou un service de vente à emporter. Je vous rappelle cependant
qu'il est indispensable, pendant cette période de confinement, de rester chez vous. Enfin, je terminerai par vous informer qu'un vol en provenance de Paris est arrivé en Martinique à 15h50 ce jour. Les passagers sont en cours de confinement sur le site du Vauclin et nous évoquerons donc de façon plus détaillée ce point au prochain point presse de la préfecture. Je vous remercie. Nous allons passer aux questions. Donc on a 10 minutes. Une petite question, c'est par rapport au nombre de décès. Il est resté à 8 ces dernières semaines. Il est resté à 8 ces dernières semaines. Il est passé en l'espace de 24 heures, me semble-t-il, à 12 et 14. Comment expliquer ce bond rapidement de 8 à 12? Surtout, on a vu une nouvelle annotation, cas suspecté. On aurait voulu avoir des précisions là-dessus. Alors, un bond, c'est vrai qu'on est sur des valeurs qui sont heureusement assez faibles en Martinique. Donc c'est vrai que la moindre évolution, la moindre variation peut donner ce sentiment d'un rebond, mais je crois que même si on s'en félicite et même si c'est une chose très positive, on est sur des valeurs qui sont très basses. On n'est pas sur une augmentation très importante du nombre de décès. On est en Martinique sur un niveau de décès qui reste très mesuré par rapport à ce que peuvent connaître d'autres territoires. Par rapport au territoire d'outre-mer, c'est là où il y a le plus de décès, me semble-t-il, non? Alors, on est sur un nombre de décès qui est aussi lié à la situation de santé des personnes qui ont été atteintes par ce virus et qui a un impact sur le nombre de décès. Si on prend le nombre de personnes qui sont aujourd'hui en réanimation en Martinique, on est sur un chiffre de 7, c'est un chiffre qui n'est pas plus élevé que dans les autres territoires. Et passer de 8 à 12, c'est un problème statistique, c'est quoi? C'est des gens qui sont, on ne les a pas annoncés tout de suite? Non. Tous les chiffres que nous vous donnons sont des chiffres en temps réel. Donc il n'y a pas de... Donc 8 à 12, c'est dans la même journée, 4 personnes Il n'y a pas de décalage en fait entre la situation connue au CHU et les éléments que nous portons à votre connaissance. Je peux répondre pour les cas suspects? Il y a une notion aussi à voir, c'est que quand vous avez parlé de cas suspects, c'est qu'avant les tests étaient vraiment réservés. Donc pour se faire tester, il faut être symptomatique. Et comme les tests n'étaient uniquement qu'à l'hôpital, par souci d'être le plus pertinent possible, il fallait, pour pouvoir délivrer le texte, que l'infectiologue donne son avis. Donc il récusait beaucoup de tests pour vraiment les garder de façon la plus pertinente. Maintenant qu'on a augmenté la capacité de test, les tests peuvent se faire en ville. Monsieur Coudin vous a expliqué qu'on avait quand même un panel beaucoup plus large, ce qui fait que le taux de positivité a nettement descendu puisqu'on a plus de gens testés. Alors les cas suspects, vous savez que le Covid peut prendre des formes cliniques totalement différentes, allant du simplement des maux de tête ou des troubles digestifs, ou alors c'est un signe qui a été découvert avec cette épidémie, puisque c'est un virus nouveau, la perte du goût et la perte de l'odorat, sans avoir de fatigue excessive, ça pouvait être vraiment un signe d'appel. Donc les cas suspects déclinés par le réseau Sentinelle, qui existe sur le territoire, ce sont ces remontées de ces cas suspects. Et l'information que je voulais aussi vous donner, c'est que l'URML a mis en place, non pas un deuxième réseau Sentinelle, mais pour avoir réellement un petit focus de ce qui se passe en ville, combien de cas on a suspecté, si on a fait des tests, si on a fait des scanners, si on a eu des troubles respiratoires, s'il y a des traitements qui ont été prescrits,
pour avoir un petit peu un recueil de l'activité qui est faite en ville, puisque maintenant les tests sont faits aussi en ville, avec, vous avez vu, une répartition géographique, puisque pour respecter aussi le confinement, avec des drives qui vont de Fort-de-France au Lamentin, à Saint-Pierre et bientôt à Sainte-Marie. Donc on va augmenter la capacité de dépistage, donc je pense que proportionnellement le nombre de positifs va diminuer, puisque les chiffres étaient très faibles. Donc ça peut répondre à... Mais ces cas suspects, ce sont des personnes on pense qu'elles sont mortes du Covid, mais non. Elles ne sont pas rentrées pour ça, au départ, à l'hôpital. Les cas suspects, c'est pas dans les cas de décès. Hein. Dans les cas de décès, il y a... Ah moi, j'ai pas compris, pardon. J'avais compris les cas suspects quand on vous parlait du réseau Sentinelle, les cas suspects Covid. Pardon. Dans les décès. Pour vous apporter des éléments de réponse sur cette question par rapport à la manière dont on présente les choses. Vous avez en fait des personnes aujourd'hui qui ont été testées positives Covid et qui sont décédées. Donc pour ces personnes, il y a une certitude. Il y a d'autres personnes pour lesquelles vous n'êtes pas sans savoir que les tests de PCR ont une fiabilité de 65-70%. Donc vous avez des personnes qui sont testées aujourd'hui, qui sont considérées au résultat du test comme négatifs, parce que ce test aujourd'hui, il n'est pas fiable à 100%. Et si vous voulez, vous avez des éléments, d'autres éléments de diagnostic, le docteur qui d'ailleurs parlait tout à l'heure de diagnostic et de symptômes. Vous avez un certain nombre de symptômes et d'éléments de diagnostic, notamment à l'hôpital, il y a la possibilité de faire un scanner. Et avec le scanner, en fait, les infectiologues du CHU peuvent confirmer, autrement qu'avec le test Covid, que cette personne est décédée du Covid. Donc des personnes qui au départ on peut passer les mailles du filet, grâce à ce scanner, c'est des personnes qui avaient tous les symptômes, qui ont été hospitalisées pour Covid. Lors des tests, il s'est avéré que le test était négatif, mais le test a un jour J. Malgré tout, ces personnes, elles ont été prises en charge, elles ont été soignées, elles ont suivi des batteries d'examens, notamment des scanners, d'autres examens. Et à travers ces examens et à travers l'observation de la situation de cette personne, les médecins du CHU ont classé ce décès comme un décès Covid, puisque alors que même que le dernier test qui a été fait sur cette personne, de son vivant, n'a pas permis de révéler immédiatement le Covid. Mais tous les autres examens ont permis de conclure à un décès suite à Covid. Et notamment ce scanner des poumons qui permet de voir dans le détail, parce que les éléments sont très caractéristiques du Covid lors du scanner des poumons. Ça a permis aux médecins de classer ce décès comme un décès Covid. Pour compléter ce que disait M. Coudin, le scanner se fait aussi en ville. Donc les radiologues de ville peuvent faire aussi des scanners. Et quand il faut bien comprendre que quand on a un test, c'est un test de diagnostic à un moment T. Et si on voulait être plus précis, il faudrait refaire le test très très souvent. Alors, quelle fréquence, puisqu'on n'a que 65%, donc on se dit on va peut-être le refaire dans 3 jours et ainsi de suite. Et après, c'est une question de probabilité avec un faisceau d'arguments qui oriente le diagnostic avec un scanner avec des images en verre dépoli qui évoque fortement le Covid. Et des examens biologiques. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Victor Mondibonner pour ici Martinique. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui arrive à nous résumer la situation pour savoir où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup d'informations. On nous a dit dans un premier temps, il faut vous enfermer, ne pas bouger. Aujourd'hui, on nous a dit les magasins, ceci, cela, on peut adopter des chiens et compagnie. Enfin bon, est-ce que ça veut dire que finalement le pic, il est passé et il faut reprendre la vie normale? Ou est-ce que, si en attendant, est-ce qu'on peut nous résumer véritablement la situation pour savoir où nous en sommes? Je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Nous sommes toujours en épidémie et le confinement est de mise. Donc le confinement montre
la limitation de la diffusion du virus, et c'est ce qui permet d'avoir des très bons taux en Martinique. Donc le confinement, on reste confiné, simplement on vous a pas dit on n'a pas donné le déconfinement. On a dit que le confinement n'est pas renoncement aux soins. Donc le médecin, ce que j'expliquais tout à l'heure, va donner soit un conseil téléphonique, soit faire une consultation téléphonique, soit demander de venir, parce qu'il y a des moments où ce n'est pas une consultation téléphonique, où on aura besoin d'un examen clinique. Quand quelqu'un vous dit « j'ai du mal à respirer », des fois il faut examiner la personne. Donc ce n'est pas... l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Et d'avoir les magasins, ce que la préfecture a énoncé, ce n'est pas du tout contradictoire avec le confinement. C'était une précision des éléments qui étaient... Enfin, des déplacements qui étaient autorisés pendant cette période de confinement. Mais je pense que tout le monde est transparent là-dessus, et le 11, il y a normalement un déconfinement, et on verra à ce moment-là, mais c'est toujours le confinement, et ça montre que cette mesure barrière de confinement, avec tous les gestes barrières de distanciation, de lavage de mains, de respecter les distances sociales, et ainsi de suite, ont bien marché en Martinique, puisqu'on a moins d'impact, on n'a que 7 malades en réanimation, c'est bien ça, aujourd'hui? C'est ça, 7? Donc c'est quand même, on peut être fier de ce civisme martiniquais. Alors, docteur, vous n'avez pas, par exemple, de masque. Souvent, on se déplace. Alors, donnez-nous votre religion sur la question. Et alors, moi, je vais vous exposer là. Les masques sont une denrée rare. Les masques chirurgicaux sont une denrée rare. En tant que médecin, je mets un masque quand je consulte une personne qui tousse, ou si je consulte une personne que je suspecte de Covid, ou une personne qui est atteinte de Covid. Et dans ce cas-là, je mets un masque et j'en mets un pour moi, parce que la meilleure protection de la population passe déjà par la protection des soignants, et ensuite j'en donne un aux patients. Et tous les patients fragiles, je leur donne un masque quand ils vont venir, et dans ma salle d'attente, à titre personnel, on a respecté les consignes, on a un endroit justement pour, si les gens toussent, pour pouvoir se laver les mains et ainsi de suite, et on donne un masque. Mais porter un masque tout le temps, alors qu'on est quand même toujours en restriction de masque, il faut garder les masques pour garder la bonne utilité, et c'est pour ça que je n'en porte pas. Parce que je ne suis pas en train d'examiner quelqu'un atteint du Covid. Personnellement, j'ai la chance de ne pas encore l'avoir eu, j'espère essayer d'y échapper, mais je le garde pour mon activité professionnelle, et là je ne suis pas en activité professionnelle. Et les masques alternatifs? Alors je n'ai pas d'avis éclairé sur la question. C'est sûr qu'un masque empêche la projection de gouttelettes, mais la protection du virus, je ne sais pas, et je ne peux pas vous le dire. Je vais laisser l'ARS répondre à cette demande. Sachez que la distribution de masques est un sujet qui est toujours très très épineux. Vous savez que les chirurgiens dentistes n'ont toujours pas réouvert parce qu'ils n'avaient pas encore la dotation en masque FFP2, parce qu'ils sont à 30 cm de la bouche, donc il faut vraiment être protégé. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez, quel est votre avis par rapport à la reprise des enfants pour l'école? Le sujet de l'école est une vraie interrogation. Des personnes sont inquiètes. Elles pensent, c'est vrai, à l'instruction des enfants, mais en même temps, elles sont préoccupées par la santé de leurs petits. Est-ce que vous avez là aussi un avis? J'ai un avis qui est personnel, mais c'est pas. Il nous intéresse. C'est pas l'objet. Votre avis personnel nous intéresse. Je ne peux pas vous donner un avis là-dessus, parce que de toute façon, l'école qui réouvre, c'est une autorité qui n'est pas de mon ressort, de décider de l'ouverture ou pas des écoles. Les enfants doivent faire les mêmes mesures barrières et de protection que tout à chacun, et je pense que même le confinement levé, tout le monde devra avoir, parents comme enfants, comme enseignants, si l'école reprend, avoir les mêmes mesures de protection. Et je pense que ce n'est pas au 11 mai que les choses vont changer, ça changera beaucoup plus longtemps. On va avoir un changement de comportement, et ce comportement va être d'autant plus difficile dans notre société antillaise, où on est toujours en train de s'embrasser, on est très kinesthésique et toujours dans le toucher. Donc on devra rester un petit peu plus à distance, et pareil avec les enfants. Une question ici. J'ai deux questions. Un pour l'ARS. Comment va se mettre en œuvre la reprise des visites dans les EHPAD? Alors la reprise des visites dans les EHPAD, c'est un sujet important. C'est le sujet de la possibilité pour les personnes âgées de sortir de l'isolement qui a été imposé à tout un chacun lors des mesures qui ont été
Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les personnes âgées ne soient plus dans cette situation qu'on peut observer, c'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui dans certains établissements, notamment le syndrome du glissement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui, du fait de l'isolement, du fait de ne plus voir leurs proches, se retrouvent dans une grande détresse psychologique. Et l'idée, c'est de permettre à ces personnes âgées d'avoir à nouveau un contact par des moyens qui ont déjà été mis en œuvre, notamment par l'achat et par la distribution de téléphones portables, de moyens numériques pour pouvoir être en contact avec leurs proches. Et puis la prochaine étape, elle a été énoncée par le Premier ministre, mais elle va demander localement une adaptation et une concertation avec les directions d'établissement. Donc ce qui est prévu, c'est qu'il y ait dès demain en fait, une discussion sur le sujet avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les directeurs d'établissement, les représentants des usagers, les médecins coordonnateurs des établissements EHPAD, pour pouvoir savoir dans quelles conditions et de quelle manière nous allons organiser la possibilité pour les proches, de manière graduée, de manière prudente et sécurisée, de pouvoir avoir à nouveau un contact avec la personne âgée, tout en s'assurant qu'on ne met pas en danger ces personnes âgées, souvent très fragiles, qui ont été jusqu'à maintenant bien protégées. Je tiens à rappeler qu'au niveau national, il y a eu de nombreux établissements où il y a eu à déplorer des décès de personnes âgées. Aujourd'hui, à l'ARS Martinique, tous les éléments dont on dispose, tous les tests qui ont été faits dans les structures de personnes âgées montrent qu'il n'y a pas eu de décès liés au Covid au sein des établissements et de circulation du Covid au sein des établissements. Alors, effectivement, j'ai une question pour la DIEC. Question simple. En fait, depuis ce week-end, on voit beaucoup d'enseignes qui vont rouvrir, alors soit en mode drive ou livraison. Et la question, c'est de rappeler, de savoir, il y a une liste de magasins autorisés à accueillir du public, mais après tout le reste, tous ceux qui sont en train d'ouvrir en possibilité de livraison ou drive, est-ce qu'il y a des règles, tout le monde peut faire ça ou comment ça fonctionne? Je suis en train de vous dire que, y compris dans cette période-là, les règles d'ouverture des magasins ne dépendent pas du policy de la DIEC. Alors, il y a deux types de commerçants dont on assiste à l'exercice du commerce ici. Ce sont les commerces sédentaires. Pour cela, il faut effectivement être commerçant. Certains établissements, je pense à l'esthétique, par exemple, où il faut un certain nombre d'autorisations qui sont liées aux responsables, à ceux qui pratiquent. Bon, il faut un gérant technique dans un salon de coiffure, par exemple. Mais ça, le fait d'ouvrir le commerce en question, ça ne dépend pas de la DIEC, on n'a pas vérifié ce genre de choses. Les autres commerces pour lesquels on a des contrôles un peu particuliers, ce sont les commerces non sédentaires. Les ambulants, effectivement, qui, outre le fait qu'ils doivent être déclarés comme commerçants, doivent bénéficier d'une autorisation de stationnement sur la voie publique nationale et départementale qui aujourd'hui dépendent toutes de la CTM et puis les communales qui dépendent des communes. Là, il y a des contrôles qui sont faits régulièrement, on ne va pas vous mentir, c'est une situation qui n'est pas, comment dirais-je, dans les clous parce que beaucoup de gens s'installent en dépit de tout respect de la réglementation. Tout ça pour vous dire que les commerces qui vont ouvrir là, soit elles respectent les dispositions réglementaires qui permettent la réouverture de certaines activités. Si elles ne respectent pas ces dispositions et si elles ouvrent en dépit d'une absence d'autorisation, je veux dire que ce n'est pas spécialement la DIEC qui s'occupe de ça. Oui, bonjour monsieur. Une question sur les prix. J'ai retenu dans votre intervention que vous avez dit deux choses. D'abord, les prix sont libres. Deuxièmement, vous avez indiqué qu'il y a à peu près 27 prix qu'on vous avait donnés sur lesquels, sur le bouclier, je suppose, des prix liés au bouclier, qui sont des prix que vous surveillez. À l'usage, lorsque vous faites la même liste de provisions,
de manière régulière, on est en train d'observer une différence entre 10 à 15% d'augmentation sur les prix. Deuxièmement, lorsque vous savez qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui pratiquent leurs courses en faisant leur marché sur les différents prospectus, lorsque vous êtes obligé de rentrer dans un magasin et de faire toutes les courses dans ce magasin, votre chariot, il explose. Alors, est-ce que, quand vous nous dites que les prix sont libres, vous dites laissez rouler? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vois qu'effectivement, vous m'offrez l'occasion de préciser ce nombre de choses. Il y a un principe du Code de commerce qui date de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui a libéré les prix. Avant, vous avez des ordonnances de 1945 qui donnaient au service de l'État la possibilité de fixer les prix. Aujourd'hui, c'est fini. Qu'est-ce qui détermine les prix? C'est le libre jeu de la concurrence. Sauf dans certains cas, et on peut préciser, lié au Covid, le prix du gel alcoolique, par exemple. Il faut préciser que d'une manière générale et de manière mensuelle, le prix des produits pétroliers est fixé par M. le Préfet et que de manière annuelle, le prix des taxis de place sont également fixés par un arrêté préfectoral. Les prix sont libres, mais l'État, régulièrement, par un certain nombre de dispositifs, fait en sorte, non pas de les encadrer, mais d'amener les opérateurs à observer une certaine mesure. Alors, c'est le cas du bouclier qualité-prix, c'est le cas avant ça du chariot type, c'était le cas également des 400 produits BCBA qui avaient été négociés entre l'État et les opérateurs. C'est une situation de vie chère dont l'État est bien conscient et les deux avis de l'autorité de la concurrence de 2009 et de juillet 2019 sont là pour démontrer que c'est une question qui interpelle et que la simple application du principe de liberté des prix ne suffit pas. Il y a également des actions que l'État mène. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, la DIEC, le pôle C de la DIEC, nous avons pris la tâche des patrons du syndicat de la distribution des grossistes alimentaires pour les rencontrer demain et voir dans quelle mesure cette liste, non pas de 27, mais de 17 produits qui sont tirés de la liste de qualité-prix, qui concerne essentiellement des produits de grande nécessité, sur lesquels les prix nous sont donnés, non pas depuis le 16 mars, mais depuis la mi-février. Donc on observe l'évolution de ces prix-là depuis février jusqu'à aujourd'hui. Nous allons essayer d'obtenir des chefs d'entreprise qui nous donnent une liste beaucoup plus conséquente de produits et qui nous permettront effectivement de vérifier les variations de prix. Alors je vais terminer en rappelant quand même un certain nombre de choses, c'est que régulièrement, quand nous recevons ces signalements de hausse de prix, nous allons systématiquement vérifier dans les commerces et il est très rarement arrivé de constater que ce qui avait été dit par les consommateurs était vrai. Vous savez, un moyen très simple pour nous de vérifier l'évolution des prix, c'est de réclamer et d'obtenir, en raison des pouvoirs qui nous sont donnés, l'historique des prix. Par informatique, vous pouvez savoir. Il n'y a pas très longtemps, on m'a parlé d'un produit d'entretien qui était vendu tout 7,49 alors que quelques temps avant il était à 3,46. Vérification faite de cette liste, on se rend compte que le prix précédent des 7,49 qui était véritablement pratiqué, c'était 7,65. Le prix avait bougé, mais à la baisse. Par contre, aujourd'hui, il y a 3 produits qui m'ont été signalés dans un magasin où on signale une hausse un peu abusive des produits. J'ai appelé et le directeur du magasin me dit c'est vrai, ça a été une erreur qui a eu lieu pendant 3 heures. Nous avons déjà remboursé des gens. Je lui dis monsieur, vous mettez un erratum pour signaler cette erreur et demander à ceux qui sont munis de caisse, de tickets de caisse, de se faire rembourser. Nous sommes vigilants, mais il faut comprendre une chose, c'est que depuis 1986, il n'y a pas de police des produits, police des prix. S'il fallait faire un référentiel, on veut bien. L'article L410.2 du Code de commerce qui précise que les prix sont libres, précise également, qu'en période de crise comme actuellement, qu'avec un avis d'autorité de la concurrence, ça serait assez facile de prendre un décret au Conseil d'État, effectivement, pour fixer des prix. Mais sur quelle base? Puisque nous ne vérifions pas les prix depuis des années. Je crois que ce qui est aujourd'hui, c'est pas de la morale, c'est simplement du civisme, de faire appel aux chefs d'entreprise de la distribution, notamment alimentaire, parce que c'est de ça qu'il est question là, de faire preuve de civisme, et ils en font. Ils en font. Oui. Une petite question. Dans l'ensemble, vous dites pas d'augmentation des prix, mais je ne sais pas si vous êtes au courant,
pas mal de commerçants nous ont fait remarquer que le prix du fret d'Air France a été multiplié par 3. On est au courant. Et on va en discuter demain. Sauf que je peux vous dire également qu'au cours de cette discussion demain, les chefs d'entreprise nous ont fait déjà savoir qu'il y a une véritable tension sur les prix. Aujourd'hui, ils ont pris un engagement qu'ils ont diffusé le 3 avril de ne pas bouger les prix, mais que ça arrive. Oui, que va-t-on faire? Et ça, effectivement, l'État va faire en sorte que l'engagement pris spontanément par les commerçants soit tenu et que cette hausse assez importante quand même du fret aérien n'impacte pas tout de suite le prix des produits, étant entendu que l'État a également les moyens de discuter un peu plus haut avec du fret aérien pour savoir ce qui se passe exactement. Dans quelle mesure les consommateurs peuvent vous aider à faire cette surveillance? Parce que ou bien on est ou bien on ne comprend pas, ou bien vous n'avez pas les moyens de tout vérifier. Est-ce qu'il y a une solution pour que... On pourrait être dans tous les magasins tous les jours avec les prix. Alors, comment les consommateurs ils le font déjà, en nous saisissant directement des problèmes, des difficultés auxquelles ils sont confrontés concernant les prix. C'est quoi le contact et le moyen de vous... Il y a un site ou une adresse qui est liée au Covid, c'est Covid... Covid-19 Martinique. D'accord, très bien. Disons sur le site de la préfecture. Et ils s'en servent déjà. Très bien. Merci. Voilà donc, mesdames, messieurs,